faites sûrement plein de visioconférences avec des collègues, avec des amis. Hier soir, la visioconférence, c'était le Conseil européen qui se tenait en visioconférence, donc c'est plus chic, mais encore plus chic. Là, il y avait en plus un invité, non pas surprise, c'était annoncé, mais enfin un invité qui n'est pas normalement au menu du Conseil européen. Le président des États-Unis, Joe Biden, regardez cette jolie composition d'un Zoom très chic avec le président du Conseil européen, Charles Michel, en haut à gauche, le président des États-Unis à droite, et puis les différents chefs d'État et de gouvernement. Alors, ils ne sont pas tous, parce qu'il y en a quand même un petit peu plus que 8. Dépêche de l'AFP, le président américain Joe Biden a échangé hier avec les dirigeants européens réunis par visioconférence. J'ai appelé cette petite question apéritif Biden et l'Union européenne, c'est du sérieux, point d'interrogation. Chacun verra l'allusion ou pas. Est-ce que vraiment... on est vraiment entre amis quand on dialogue entre l'Union européenne et les États-Unis. Est-ce qu'on est vraiment entre amis au sens économique du terme, évidemment? Je voulais vous poser cette question. Il y avait ce matin une page entière dans le Figaro avec différents points de vue sur précisément, regardez, l'Amérique ne va pas devenir un gendarme de papier. C'est-à-dire qu'en ce moment, M. Biden, il dit beaucoup de choses. Il veut s'occuper un peu tout dans le monde, des droits de l'homme partout. Et voilà, il y a un ancien conseiller de Trump qui disait « évitons les croisades », entre guillemets, concentrons-nous sur la Chine. Et puis, dans un dialogue à propos de cette idée Union européenne naïve, les États-Unis ne le sont pas, etc., cet échange sur Twitter entre le président du MEDEF et puis le confrère Philippe Manière, Manière disant, n'étant pas une puissance souveraine, l'Europe est incapable de penser comme doit le faire une puissance souveraine, qu'elle n'a pas d'amis, qu'elle n'a que des intérêts. Du coup, elle a beaucoup d'amis qui apprécient qu'elle serve leurs intérêts. Et notamment, on a pas mal parlé à propos des vaccins, le fait que les Américains ont 30 millions de doses d'AstraZeneca, qu'ils n'utilisent évidemment pas parce qu'il n'est même pas encore autorisé chez eux, que nous, on n'a pas assez de doses, et personne ne critique M. Biden, alors qu'on tombe tous à bras raccourcis sur M. Johnson en Grande-Bretagne. Sous-entendu, est-ce que... je suis un peu long dans mon lancement, excusez-moi, Lionel, est-ce que c'est vraiment nos amis, les Américains, ou est-ce que c'est un peu de façade, là on se tape dans le dos, et puis finalement, dès qu'on aborde le fond, notamment les sujets économiques, je ne sais pas s'ils ont été beaucoup abordés, ils ont des intérêts, on a les nôtres, c'est pas forcément toujours les mêmes. Alors, je pense que... on se pose aussi la question parce qu'on... Je précise, c'est un piège, c'est que vous travaillez dans une boîte d'origine américaine. Donc oui, tout à fait. J'ai au moins la chance de temps en temps de partager une perspective de par les yeux des Américains. Je pense que l'intérêt de se poser la question, c'est aussi par rapport à son prédécesseur. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a récupéré un président des États-Unis qui déjà connaît l'histoire et la géographie, probablement un des dirigeants au monde qui a le plus d'expérience cumulée. C'est clair. C'est quelqu'un qui s'inscrit quand même dans une logique où il dit un certain nombre de choses et ensuite il essaye de dérouler sur les lignes qu'il a décrites. Et puis, c'est quelqu'un qui est rompu au multilatéralisme, là où une particularité de M. Trump était quand même cette logique d'affrontement très, très bilatéral. Donc on peut s'attendre à retrouver des règles du jeu, on les retrouve d'ailleurs déjà, qui correspondent à ce qu'on avait connu. Alors moi, ce qui me frappe, c'était dans votre résumé aussi, c'est le raccourci entre Joe Biden, qui participe, je crois pour la première fois depuis 9 ou 10 ans, à un sommet européen, dans lequel il me semble que le thème principal c'était où est-ce qu'on peut trouver les doses de vaccins, et qui, dans les heures qui ont suivi ou qui ont précédé, faisait sa première conférence de presse aux États-Unis pour se glorifier dans les 100 jours de sa présidence, il aura vacciné 200 millions d'Américains. Ouais. Je pense que dans ses yeux, à lui, la comparaison, il l'a fait aussi. Et donc, je pense que dans tout ça, il faut que l'Europe se voit comme une des 3 grandes puissances avec la Chine. Je pense que les Américains regardent beaucoup la Chine et s'inscrivent aujourd'hui beaucoup dans cette logique-là, ce qui ne les empêche pas d'aller trouver des accords ou des contreparties, où je pense que le Moyen-Orient, par exemple, ils le feront, ils le revoient avec l'Europe. Le leadership américain est revenu à l'honneur, mais ça n'est pas au détriment de America First. Et donc, c'est tout ce cocktail avec lequel il faut qu'on travaille. Je suis assez d'accord avec la logique il y a des intérêts bien compris, et il va peut-être... Il y a des amis, il faut peut-être que l'Europe ait un peu moins d'amis, un peu plus d'intérêts. Vous pensez, c'est ce que expliquait Philippe Manière, par exemple. Comment vous réagirez? L'Europe ne peut pas se comparer à un pays ou à une nation. Par définition, oui. L'Europe n'est pas une nation, c'est un espace de coopération. Oui. Avec des pays et des nations qui sont divisés sur la plupart des sujets. Donc il n'y a pas d'expression politique unique en Europe sur tous les sujets, les grands sujets d'actualité. Les 27 pays membres, ou 26, ça dépend
dépend lesquels on compte, sont pas unis, et ne parlent pas d'une même voix. Si je prends la négociation en Afghanistan, par exemple, sur l'accord de paix, aucun pays membre de l'Union européenne ne participe à cette discussion, et pourtant, l'Union européenne est le premier donateur. Donc la Russie participe, l'Inde on ne participe pas parce que les Américains n'ont pas jugé nécessaire de passer un coup de fil, quoi. Globalement, ils s'en fichent. Il y a une dizaine de pays dans le monde, y compris des petits pays qui y participent. Aucun pays membre de l'Union européenne. Donc, ni l'Union européenne, ni un quelconque de ces pays membres n'est autour de la table. Pourtant, l'Union européenne est le premier donateur. Voilà, c'est pour ça qu'effectivement, il n'y a pas de l'hypocrisie, qu'il y a pas un peu d'hypocrisie dans ce La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un président américain, c'est ce que j'ai dit, qui est plus porté vers le multilatéralisme, vers la discussion, que vers le bilatéralisme, voire l'unilatéralisme. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va permettre de restaurer des discussions qui avaient été interrompues ou qui étaient encalaminées. Ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il a les moyens? Est-ce que l'Amérique d'aujourd'hui est en capacité d'être comme l'Amérique d'il y a 20 ans, d'être un peu partout dans le monde, d'avoir des... Il y a le multilatéralisme et puis il y a l'angélisme, voire le messianisme. Qui sont des traits traditionnels des présidents démocrates. On se rappelle de Kennedy, époque Cuba, époque Vietnam, époque... Pas que, ceux qu'on avait appelés les néocons, là, c'était un peu messianique. Voilà, il y a et eux, c'était des républicains. Il y a une sorte de messianisme où il faudrait l'Amérique devrait répondre à la démocratie partout dans le monde. Et là, le sujet va être très compliqué, comme le dit l'article que vous citez, parce que les États-Unis sont plus dans l'échelle des pouvoirs là où ils étaient il y a 30 ou 40 ans. Voilà, c'est ça. La première puissance économique mondiale, bientôt, ce ne sera plus eux, ce sera la Chine. Et au rythme actuel, c'est bientôt, c'est-à-dire dans une vingtaine d'années, 15-20 ans, c'est-à-dire à l'échelle de moins d'une génération, la première puissance économique mondiale, ça sera la Chine. Donc le rapport de force aura évolué considérablement, et donc la capacité des États-Unis à mettre des actes derrière ce discours messianique sera, à mon avis, beaucoup plus limitée. Mais c'est là où il y avait eu un bouquin, il n'y a pas très longtemps, aux États-Unis, qui s'appelait Piège de Thucydide, qui décrivait ce qu'on a observé pendant inévitable des siècles, entre la puissance montante et... qui faiblit un peu, et une puissance montante qui conduit inéluctablement, alors dans les termes du livre en question, c'était à une guerre. Ce que ça veut dire, en tout cas, c'est que le leader se focalise beaucoup sur la puissance montante. Et nous, là-dedans, on est un peu en observateur. Donc je pense que la question n'est pas de savoir si c'est de l'intérêt ou de l'amitié. La question, c'est que si on veut exister dans cette relation entre une puissance qui monte violemment et une puissance qui a un peu moins les moyens qu'avant de ses ambitions, nous, il faut qu'on joue dans ce jeu-là, parce que je pense que l'amitié ne suffira pas. Sauf que, même à considérer que l'Europe fut une puissance, ce qui n'est pas forcément évidemment le cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne monte pas. En tout cas, en relatif, dans sa position dans le monde. À suivre, voilà, c'était un petit peu de géopolitique pour démarrer tout de suite notre premier débat.